Donc la façon d'enseigner, elle va être aussi révolutionnée, et donc il faut prendre en compte ce virage numérique. Mais en même temps, il faut faire attention avec les jeunes enfants à ne pas non plus, je dirais, créer artificiellement peut-être des situations qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce qu'il faut entendre que vous réduisez un petit peu la montée en puissance sur l'équipement des établissements qui a été opéré par la mandature précédente? Pas du tout, pas du tout. Il faut que les établissements, je pense notamment donc, pour ce qui est des écoles élémentaires, aient tout, je dirais, tout l'équipement nécessaire en matière d'équipement et d'accueil pour faire en sorte que l'on puisse utiliser ces nouveaux outils. Ceci étant, j'en fais pas non plus l'alpha et l'oméga d'une politique éducative. Vous faites référence dans vos réponses à un élément qui est intéressant, la piétonisation dans tous les arrondissements d'une rue dédiée aux enfants. Comment comptez-vous mettre en application cet élément? À Paris, on a un espace public qui est rare et on a beaucoup d'arrondissements dans lesquels, on l'évoquait tout à l'heure, on a peu d'espaces verts. Et on voit que dès qu'il fait beau, une journée comme aujourd'hui, je pense que tous les squares sont pris d'assaut parce qu'on manque tout simplement d'espaces verts. On est d'ailleurs, par rapport aux normes préconisées par l'UNESCO, à 4 fois moins de mètres carrés par habitant que ce qui est préconisé par l'UNESCO, puisqu'on est à 2,5 mètres carrés, là où l'UNESCO en préconise 10 pour chaque habitant. Donc cette idée, c'est de dire que le dimanche, on peut très bien aussi ouvrir des rues pour les enfants. Ça questionne aussi la place de l'enfant dans la ville et dans l'espace public. On ne conçoit pas que les enfants soient tout le temps confinés chez eux, sur des écrans d'ailleurs, mais que les enfants puissent aussi s'égayer dans des jardins, dans les squares. Et lorsqu'il y a du beau temps ou lorsqu'on est le dimanche et que tout le monde est dans la rue, on peut aussi parfois manquer d'espace, et donc on peut très bien imaginer que certaines rues soient temporairement piétonnisées le dimanche à certains moments, notamment par exemple aux abords immédiats des squares, de manière à augmenter l'espace disponible pour les enfants pour qu'ils puissent jouer au ballon, à la marelle ou à d'autres jeux, donc dans l'espace public. Évidemment, ça doit se faire en concertation locale avec tous les acteurs concernés, de manière à donner plus de place à l'enfant dans l'espace public. Une question que nous avons également posée à notre candidat, quelle est votre vision du collège? Que pensez-vous de la mise en place du collège unique mis en place depuis 1975? La loi de refondation de Vincent Peillon prévoit une réflexion importante sur l'articulation école-collège. Il y a eu depuis la rentrée la mise en place du conseil école-collège. Quelle vision avez-vous du futur collège? Vous êtes enseignant par ailleurs, vous nous l'avez rappelé. Envisagez-vous un collège qui, pour ne pas exclure 150 000 élèves chaque année, ait une perspective, une orientation, dirais-je même, pré-professionnalisante dès le début du collège? Comment considérez-vous cette affaire? D'abord, moi, je ne fais pas partie de ceux qui crient à rose sur le bonnet à propos du collège unique. Je pense que c'était un progrès, le collège unique. Et je suis très sceptique quant à l'idée de dire qu'il faut pré-professionnaliser des filières dès l'âge de 14 ans, puisque ça correspond grosso modo au discours de certains tenants qui estiment qu'il faut améliorer le lien entre l'école et l'entreprise. Pour moi, l'école, elle forme des citoyens. L'école, elle ne forme pas de la chair à canon pour les patrons des entreprises qui auraient besoin d'avoir des apprentis dès le plus jeune âge. Pour autant, je suis favorable à la question de l'apprentissage, mais il faut que ça se fasse donc à partir d'un certain âge, mais pas à partir de quel âge? Disons que l'apprentissage, c'est à partir de l'âge de 16 ans que j'imagine que ça paraît le plus, je dirais, le plus pertinent. Donc, il ne semble pas que la pré-professionnalisation, c'est aussi, je dirais, une réduction des exigences en matière de socle commun de connaissances que l'on peut avoir pour les jeunes aujourd'hui. En tout cas, les projets qu'on a pu voir par le passé étaient en réalité souvent des projets dans lesquels on avait cette intention qui était, cette intention en tout cas qui était derrière cette idée. Donc je suis pas du tout hostile à la question, attention qu'on
qu'on ne se méprenne pas à la question des bacs professionnels. D'ailleurs, ma fille est en bac professionnel, je trouve qu'en France, on a trop souvent tendance à dénigrer les filières professionnelles et qu'on considère que les filières d'enseignement général, là aussi, sont les filières nobles et que les filières professionnelles sont entre guillemets des filières poubelles. Il y a des filières professionnelles qui forment des jeunes aujourd'hui qui ont des compétences et qui peuvent trouver d'ailleurs un emploi de manière beaucoup plus facile et rapide que des jeunes qui ont suivi un enseignement général. Donc je ne suis pas du tout évidemment contre les filières professionnelles. Pour autant, une question que nous avons également posée à d'autres candidats, quelle est votre vision du collège? Que pensez-vous de la mise en place du collège unique mis en place depuis 1975? La loi de refondation de Vincent Peillon prévoit une réflexion importante sur l'articulation école-collège. Il y a eu depuis la rentrée la mise en place du conseil école-collège. Quelle vision avez-vous du futur collège? Vous êtes enseignant par ailleurs, vous me l'avez rappelé. Envisagez-vous un collège qui, pour ne pas exclure 150 000 élèves chaque année, ait une perspective, une orientation, dirais-je même, pré-professionnalisante dès le début du collège? Comment considérez-vous cette affaire? D'abord, moi, je ne fais pas partie de ceux qui crient à rose sur le bonnet à propos du collège unique. Je pense que c'était un progrès, le collège unique. Et je suis très sceptique quant à l'idée de dire qu'il faut pré-professionnaliser des filières dès l'âge de 14 ans, puisque ça correspond grosso modo au discours de certains tenants qui estiment qu'il faut améliorer le lien entre l'école et l'entreprise. Pour moi, l'école, elle forme des citoyens. L'école, elle ne forme pas de la chair à canon pour les patrons des entreprises qui auraient besoin d'avoir des apprentis dès le plus jeune âge. Pour autant, je suis favorable à la question de l'apprentissage, mais il faut que ça se fasse donc à partir d'un certain âge, mais pas à partir de quel âge? Disons que l'apprentissage, c'est à partir de l'âge de 16 ans que j'imagine que ça paraît le plus pertinent. Donc, il ne me semble pas que la pré-professionnalisation, c'est aussi, je dirais, une réduction des exigences en matière de socle commun de connaissances que l'on peut avoir pour les jeunes aujourd'hui. En tout cas, les projets qu'on a pu voir par le passé étaient en réalité souvent des projets dans lesquels on avait cette intention qui était derrière cette idée. Donc je ne suis pas du tout hostile à la question, attention qu'on ne se méprenne pas, à la question des bacs professionnels. D'ailleurs, ma fille est en bac professionnel je trouve qu'en France, on a trop souvent tendance à dénigrer les filières professionnelles et qu'on considère que les filières d'enseignement général, là aussi, sont les filières nobles et que les filières professionnelles sont entre guillemets des filières poubelles. Il y a des filières professionnelles qui forment des jeunes aujourd'hui qui ont des compétences et qui peuvent trouver d'ailleurs un emploi de manière beaucoup plus facile et rapide que des jeunes qui ont suivi un enseignement général. Donc je ne suis pas du tout évidemment contre les filières professionnelles. Pour autant, je pense que la question du collège mérite qu'on puisse amener, je dirais, à ce socle commun de connaissances l'ensemble de la classe d'âge. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les filières de pré-professionnalisation me semblent être plutôt quelque chose qui tire vers le bas. Une dernière question. Vous proposez dans votre réponse à la FCPE de relever le budget attribué aux ZEP, de relever les taux d'encadrement. On connaît tous le contexte budgétaire difficile et contraint. Comment vous financez ces dépenses supplémentaires? Combien vous leur attribuez? Alors, tout le monde sait que la question du taux d'encadrement a été révisée à la baisse pour pouvoir faire en sorte que l'aménagement des rythmes éducatifs se fasse, on va dire, dans des conditions de recrutement des animateurs qui permettaient de répondre tout simplement à l'exigence qu'on avait pour pouvoir recruter le nombre d'animateurs suffisant. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le taux d'encadrement
peut être considéré comme satisfaisant. Quand vous avez des taux d'encadrement de 1 pour 14 ou de 1 pour 18, là où on avait auparavant 1 pour 10 et 1 pour 14, ça veut dire forcément que les animateurs sont moins disponibles pour chaque enfant et forcément que la qualité de l'animation sera à la fin un petit peu moins bonne que celle que l'on peut avoir. Donc moi ce que je souhaite, écoutez, c'est très simple, c'est toute une question de choix politique. Quand on fait le choix politique de consacrer 50 millions d'euros en fonctionnement à la question de l'aménagement des rythmes éducatifs, ça veut dire qu'on fait un choix politique fort. Quand on fait le choix politique de financer la Philharmonie, qui va coûter 380 millions d'euros en investissement, qui va coûter chaque année 15 millions d'euros en fonctionnement, c'est un choix politique. C'est pas mon choix à moi. Donc ça veut dire que dans les choix politiques d'investissement et de fonctionnement que fait la ville de Paris, il y a des choix à faire. Dans les choix que je propose pour les Parisiens, c'est d'améliorer les taux d'encadrement. Ça aura certes une incidence financière sur les coûts de fonctionnement, mais il s'agit aussi de faire un arbitrage avec d'autres coûts de fonctionnement qui seront réduits par ailleurs dans d'autres domaines. Je pense notamment à tous ces investissements dans lesquels un peu pharaoniques, un peu de prestige qui ont été réalisés ces dernières années et pour lesquels il faut mettre un frein dans les années qui viennent. Un exemple de cet investissement pharaonique? L'investissement, j'ai parlé de Jean-Point tout à l'heure. Le chantier des Halles, ça nous a coûté 800 millions d'euros, alors qu'au départ, il s'agissait simplement de réaménager la gare RER, et puis finalement, ça a été un chantier de réaménagement total qui va très largement bénéficier aux bailleurs du centre commercial qui gère le centre commercial des Halles. 380 millions d'euros pour la Philharmonie, là aussi, c'est un chantier pharaonique qui a été lancé ces dernières années, donc chantier conjoint entre l'État et la ville de Paris. Donc voilà, ce sont tous ces chantiers-là qu'il faut aussi arbitrer et dire que dans les années qui viennent, c'est pas vers ce type d'investissement-là qu'il faut aller, mais plutôt vers des investissements de proximité, des gymnases, des bibliothèques, des équipements de quartier qui répondent aux besoins de proximité. Donc moins de Philharmonie et plus de proximité, si on veut. Plus de proximité. Écoutez, une formation. Merci à vous. Merci beaucoup.